Voilà, on va commencer. Bonjour à toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de présentation du rapport annuel qui revient sur les années 2020 et 2021 de Swiss Philanthropy Foundation. Je suis Constance Chay, chargée de communication auprès de la Fondation depuis le mois de janvier de cette année et je vais m'occuper du bon déroulement de ce webinaire. Pour commencer, je voulais vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler à la réalisation de ce rapport et qui vous sera présenté aujourd'hui par Étienne Eichenberger, président de la Fondation, et Sabrina Grassi, directrice générale. Avant de commencer, je souhaiterais partager quelques informations pratiques concernant ce webinaire. Donc, comme indiqué, Sabrina Grassi et Étienne Eichenberger vont commencer par vous présenter leur rapport. Puis, il y aura un moment de discussion lors duquel nous pourrons répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez les poser durant tout le webinaire dans la section Q&R qui est accessible dans les options en bas de votre page Zoom. Et nous y répondrons lors du moment dédié à la fin de la présentation. Enfin, ce webinaire est enregistré et il sera mis en ligne par la suite sur notre page YouTube et notre site internet. Et pour finir, avant de céder la parole à Étienne, nous vous invitons, si vous le souhaitez, à indiquer dans la discussion ou le chat du Zoom le lieu depuis lequel vous suivez ce webinaire. Étienne, je te laisse la parole pour commencer la présentation. Bonjour tout le monde, Étienne Eichenberger, je suis ravi d'être en votre compagnie. C'est la deuxième année qu'on fait un webinaire et j'en suis très heureux. Merci à chacun de vous prendre le temps. Au fond, présenter un rapport annuel, c'est bien plus qu'un rituel. Pour nous, c'est un moment évidemment de reconnaissance et de gratitude pour le travail que nous pouvons fournir pour ceux que nous accompagnons, donateurs et projets, mais c'est aussi un moment d'échange et c'est un moment au fond de transparence aussi et d'engagement. Donc, je vous remercie du temps que vous prenez. Peut-être avant de rentrer dans la présentation, j'aimerais au nom du Conseil vous dire ce qui nous anime dans notre travail de tous les jours dans le Conseil de Fondation, que j'ai la chance de présider pour la 8e année. Nous reconnaissons avec beaucoup d'humilité que si ce monde est le même qu'hier, il a pourtant bien changé. On mesure bien les incertitudes, les ruptures et les crises dans lesquelles nous vivons. Et c'est évidemment un sujet qui nous anime dans la fondation dont nous avons la responsabilité d'assurer sa pérennité. Pour autant, nous avons aussi ce privilège exceptionnel d'accompagner des gens qui, année après année, s'engagent, et Sabrina vous en dira plus tout à l'heure, et nous avons pour eux à la fois une immense gratitude et une reconnaissance, mais je dirais aussi la responsabilité de nous organiser et d'être organisés pour être dans les standards auxquels chacun peut s'attendre de notre profession. Avant, et peut-être pour passer au slide suivant, de dire aussi qu'aujourd'hui, bien gouverner une fondation, c'est avoir les idées claires. C'est évidemment avoir les idées claires sur nos objectifs, nos moyens et la manière de les atteindre. Si je peux te demander, Constance, de mettre le slide suivant. Et donc, l'année dernière, nous avons refait cet exercice qui est toujours important de projection des années à venir, dans lequel nous avons redéfini notre mission que vous voyez ici. Et nous sommes convaincus que c'est très important aujourd'hui d'offrir à la fois un cap avec notre mission et des valeurs qui, au fond, guident à la fois notre travail à l'interne et à l'externe. Donc, notre mission, comme vous pouvez le lire, c'est nous accompagnons de façon personnalisée la réalisation d'initiatives philanthropiques pour contribuer à un monde meilleur. C'est vraiment important et ça, c'est ce cap qui nous guide dans les accompagnements que nous allons avoir ou les discussions qu'on a avec chacun de nos partenaires. Mais de la même manière, il faut avoir, si on a un cap, la moyen de prendre des décisions, à la fois sur des décisions internes, sur la manière de se comporter dans une équipe, sur la manière de gouverner une institution, mais aussi sur la manière d'interagir avec tous nos stakeholders. Et ces valeurs sont importantes. On a eu l'occasion de les repréciser aussi dans ce travail et je souhaitais les repartager avec vous. L'indépendance, l'intégrité, la simplicité et l'innovation. Peut-être un commentaire parce que chacune d'entre elles on aurait quelque chose à dire, mais pour vous expliquer comment nous travaillons à la Fondation, par le passé, nous avions une valeur qui évoquait le professionnalisme. Et on a fait évoluer celle-ci dans l'intégrité, pas du tout que nous renions le professionnalisme, mais nous pensons qu'il fallait le qualifier encore plus. Professionnel, chacun l'est, chacun doit l'être. Et pourtant, cette notion d'intégrité, elle est très importante. Elle gère les conflits d'intérêts, elle présente les standards que nous avons, elle s'assure qu'au fond, nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous faisons. Voilà, donc je voulais avoir ce premier élément d'introduction pour vous dire, d'une part, le cadre dans lequel nous travaillons et d'une part, les valeurs qui guident nos choix. Je voulais aussi vous dire un mot sur la gouvernance de la Fondation, qui est importante parce qu'au fond,
plus que les organes que probablement certains d'entre vous connaissent pour nous suivre ou pour travailler avec nous, et je suis reconnaissant à toutes les personnes qui se sont inscrites aujourd'hui, c'est de reconnaître qu'au fond, nous avons voulu, comme d'autres, mais au fond, noter l'importance de mesurer l'équilibre que nous avons dans les genres, mais aussi la diversité qui peut animer nos conseils. Évidemment, notre conseil, comme nos commissions financières, puisque je dois parler en tant que président, ont vocation à être perfectibles, et c'est un travail et des questions que nous posons régulièrement dans les renouvellements, mais aussi dans ce que nous aimons nos conseils. Mais pour autant, je dois dire qu'en découvrant les chiffres, j'étais, je ne sais pas si c'était une forme de soulagement ou de reconnaissance, mais au fond, de voir que sur 23 personnes, entre les membres de l'équipe, la direction, le conseil de fondation, on arrivait à ce chiffre étonnant de 14 nationalités, de 10 langues parlées. Et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu anodin, mais au fond, c'est autant d'histoires culturelles différentes et qui, au fond, je crois, représentent la pluralité de la diversité de la vie de notre communauté à Genève ou en Suisse. Et en ce sens, je suis reconnaissant à la lecture de ces chiffres. Voilà, ensuite, à droite, vous verrez des chiffres que vous retrouverez aussi dans notre rapport. Mais je crois que celui qui m'anime toujours, évidemment, il y en a deux. C'est d'une part de voir cette équipe qui grandit, et au nom du Conseil, je suis très reconnaissant du travail, nous sommes très reconnaissants du travail qui est fourni par la direction, mais aussi par chacun des membres de l'équipe. Et puis ce deuxième, c'est de voir qu'en fait, il y a plus de 100 personnes qui sont impliquées dans des comités de pilotage. Donc il faut s'imaginer que au-delà de ce qu'on voit sur le site, il y a au fond un grand vaisseau, ou peut-être mieux qu'un vaisseau, plusieurs bateaux qui voguent dans la même direction sur l'ombrelle ou sous le cap de la Swiss Philanthropy Foundation. Donc, c'est 108 personnes qui dédient du temps dans des comités de pilotage, dans la prise de décision, ou qui, comme donateur, s'engagent avec des moyens personnels, du temps, ou des moyens financiers. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire en introduction, avant de passer la parole à Sabrina, qui, elle, aura la responsabilité, mais qui est à l'image du travail que fournit toute l'équipe, de vous révéler un tout petit peu nos évolutions récentes. Merci à vous, et je me réjouis des questions et réponses tout à l'heure. Merci Étienne. Donc à mon tour de poursuivre ce webinaire et cette présentation. Étienne nous mentionnait 108 membres dans les comités de pilotage. Eh bien moi, je vais maintenant un peu vous présenter ce que ces comités de pilotage, mais aussi tous les autres donateurs qui n'y siègent pas forcément, font ce qu'est Swiss Philanthropy Foundation aujourd'hui, et plus particulièrement ces 2 dernières années, 2020 et 2021. Peut-être quand nous avons pensé, ce qui peut intéresser nos auditeurs, spectateurs aujourd'hui et demain, c'est quelques notions clés, quelques chiffres clés. La Fondation Swiss Philanthropy Foundation, c'est au cours de ses 16 ans d'existence, 318 millions de francs qu'elle a reçus et hébergés au sein de ces 54 fonds qui étaient 75 fonds abrités créés, dont 54 actifs à fin 2021. Donc c'est quand même tout ce parcours au cours de ces 16 ans, toutes ces donations que nous avons reçues et bien évidemment distribuées. Et pour la seule année 2021, c'était 49 millions de francs que nous avons redistribués à des organisations bénéficiaires d'utilité publique en Suisse et dans le monde, mais nous y reviendrons. C'était 458 organisations. Ici, nous avons trouvé que c'était intéressant de vous montrer en fait l'évolution, et on peut constater que c'est vraiment au cours de ces 8 dernières années que la Fondation a pris son envol, avec une création de fonds toujours plus grandissante. Évidemment aussi des fonds qui se ferment, c'est normal, c'est le cours normal de nos aventures philanthropiques parmi nos donateurs. Les fonds s'ouvrent, certains se ferment. Nous avons une moyenne de 8 à 10 fonds créés par année, et vous voyez aussi le volume des dons qui augmente. Il se situait autour des 6 à 8 millions il y a 8 ans. Aujourd'hui, on est autour des 50 millions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, c'est les soutiens, comme j'ai dit, 458 organisations bénéficiaires. Nous avons voulu nous focaliser sur le nombre de dons, en fait. Pas tant les montants, mais le nombre de dons. Vous pouvez voir que ces dons sont répartis en Suisse, en Europe, c'est un axe très fort, mais aussi le reste du monde, que ce soit les Amériques, que ce soit l'Afrique ou encore l'Asie et le Moyen-Orient ou l'Océanie. Et puis, vous voyez les domaines. Souvent, on pense que l'environnement, la durabilité sont des domaines très récents, qu'il y a peut-être encore peu de soutien. Eh bien, chez Swiss Philanthropy Foundation, ce sont plus de 400 dons qui ont été faits à des organisations bénéficiaires actives dans la préservation de l'environnement, de la biodiversité, mais aussi des thématiques plus transversales liées à la durabilité, le développement durable, le changement systémique pour que notre monde soit plus durable et respectueux
des écosystèmes. Évidemment, il y a toujours des thématiques historiques très fortes parmi les soutiens que souhaitent faire nos donateurs. C'est l'action sociale au sens large du terme. Ça peut être l'accès à l'éducation, à l'emploi. Ça peut être de l'aide à sortir des familles de la pauvreté, de la détresse. Vous voyez aussi la coopération internationale, notamment les dons qui ont été faits ces 2 dernières années pour la lutte contre la Covid dans le monde. Et puis, vous avez aussi cet axe culturel et artistique fort, notamment au sein de notre Fonds des donations transfrontalières européennes. Et puis aussi la science et la recherche des instituts universitaires médicaux qui développent des recherches dans le domaine de la santé, par exemple. Et c'est ce panorama très diversifié que nous avions envie de vous présenter aujourd'hui. Ensuite, nous avons choisi aussi des thèmes, en fait, des thèmes que nous voyons se développer au sein de nos fonds abrités. Et puis, un thème très fort qui s'est développé ces dernières années et auquel nous croyons et nous adhérons complètement et que nous souhaitons en fait soutenir, c'est la collaboration. La collaboration, ce peut être des donateurs qui se mettent ensemble, un cercle de donateurs, pour en fait réunir leurs ressources, leurs efforts, créer un effet de levier et atteindre un plus grand impact sur la thématique soutenue, sur la thématique qu'ils souhaitent en fait, où ils souhaitent apporter des changements. Ça peut aussi être des fonds de collaboration de donation, de fondations donatrices. Donc, nous hébergeons aujourd'hui 3 fonds de collaboration qui sont des fondations donatrices qui ont décidé d'héberger leurs projets chez Swiss Philanthropy Foundation. Donc, elles mettent en commun leurs ressources et nous administrons pour elles ces fonds de collaboration. Il y a bien sûr notre fonds historique Partners for a New Economy dont nous avons déjà beaucoup parlé ces dernières années. Eh bien, ce sont 2 nouvelles collaborations que nous avons vues naître chez nous en 2020-2021. Et une en particulier, c'est le fonds qui héberge le Safe and Sound Cities Programme. Et cette collaboration est intéressante parce que contrairement à d'autres où c'était des fondations très internationales, ce sont en fait 2 fondations suisses. La fondation Botnar à Bâle qui souhaite soutenir ce programme, ce projet qui vise en fait à fournir un environnement urbain plus sûr pour des jeunes dans le monde, mais avait besoin de la compétence d'un acteur qui a l'expertise, les compétences autour de ces questions urbanistiques, logistiques, autour de la jeunesse, etc. Et c'était la fondation Global Infrastructure Basel à Bâle, comme son nom l'indique aussi. Mais Global Infrastructure Basel, très bon gestionnaire de projets en la matière, n'avait pas les compétences d'administration des fonds. Et donc, ils ont fait appel à Swiss Philanthropy Foundation pour recevoir les financements de la Fondation Botnar, pouvoir faire les due diligence d'organisations bénéficiaires et ensuite distribuer les dons dans un cadre contractuel sûr et confirmé. Et donc, c'est cette collaboration de 3 fondations suisses que nous avons voulu vous présenter aujourd'hui et que vous découvrirez aussi plus en détail dans notre rapport annuel. Bien que nous ayons ces nouvelles tendances qui se développent chez nous, les fonds de collaboration, les fonds institutionnels qui sont des fonds pour d'autres fondations donatrices, nous en avons 11 aujourd'hui, il reste notre cœur de métier historique qui était le fonds nominatif pour les philanthropes, les donateurs en tant que personnes qui souhaitent en fait trouver un véhicule simple, agile, flexible et efficace pour mettre en œuvre leur philanthropie. Et Swiss Philanthropy Foundation continue de créer et d'héberger des fonds pour ces philanthropes. Nous en avions 37 à fin 2021. Ces fonds de personnes qui souhaitent mettre en œuvre leur philanthropie en trouvant une alternative à créer une fondation indépendante classique. Et nous tenons à le dire, ça reste aussi une de nos missions de continuer ces fonds pour ces personnes de profils qui sont aussi jeunes, dynamiques. Nous avions déjà dit dans le passé, ça continue à être le cas, des profils entrepreneuriaux, de personnes qui souhaitent maintenant rendre quelque chose à la société et cherchent une solution efficace pour le faire.
Ce sont des personnes seules, ce sont des couples, ce sont aussi des familles, entre frères et sœurs parfois, ou alors les enfants, une fois adultes, qui sont impliqués au sein des comités de pilotage et qui peuvent ainsi avoir un premier aperçu et mettre le pied à l'étrier de la philanthropie et en fait créer une philanthropie familiale avec leurs parents, par exemple. Ces fonds aussi peuvent perdurer au-delà de la vie des donateurs. Ce sont des fonds qui parfois durent beaucoup d'années, voire sont pérennes. Et puis, nous l'avons évoqué avant dans les chiffres clés, mais la philanthropie, c'est des projets ici, mais c'est des projets aussi ailleurs. Ici, nous avons eu un projet assez phare, le projet qui a soutenu l'association 1951 basée à Lausanne, qui était dans le cadre de notre fonds thématique éducation-emploi. C'est un projet sur 3 ans qui visait à l'insertion professionnelle de réfugiés. C'est un projet qui nous a tenu à cœur parce qu'il s'agissait, il faut le dire, du premier partenariat public-privé avec le canton de Vaud en matière d'accueil de réfugiés. Et puis, c'est un projet qui a eu un fort impact parce qu'il visait vraiment à construire un projet professionnel autour du réfugié de façon personnalisée et atteint un très beau taux d'insertion. Vous le découvrirez dans le rapport. Et puis, la philanthropie ailleurs, il y a ce fonds, Tanya's Dream Fund, qui a commencé à s'activer en 2020 et qui œuvre pour l'intégration familiale des enfants en Bulgarie, enfants qui trop souvent sont placés dans des institutions. Eh bien, ce fonds vise en fait pas seulement à aider les enfants, mais à renforcer les familles pour qu'elles puissent continuer en fait à garder les enfants auprès d'elles. Vous avez eu ainsi un aperçu des projets que nous soutenons, du type de fonds que nous hébergeons. Mais je parlais tout à l'heure de collaboration dans les fonds collaboratifs, mais en fait, la collaboration pour Swiss Philanthropy Foundation, c'est aussi avec son écosystème de partenaires. Nous souhaitons réellement être une plateforme ouverte sur notre écosystème pour nos donateurs et nous souhaitons être très forts dans ce que nous savons bien faire, l'administration de fonds philanthropiques, l'accompagnement philanthropique des donateurs, mais souhaitons nourrir les synergies avec notre écosystème pour les compétences complémentaires que celui-ci a, mais aussi pour construire ensemble et promouvoir ensemble le développement de la philanthropie. Un de nos partenariats historiques depuis 2008, c'est notre rôle dans le réseau des donations transfrontalières, Transnational Giving Europe, avec 18 autres fondations européennes à l'heure actuelle, et nous sommes le représentant pour la Suisse. Et nous facilitons donc des dons transfrontaliers européens dans un cadre sûr à travers l'Europe. Mais c'est aussi les partenariats que nous avons avec des acteurs locaux, notamment d'une part avec la Fondation du Verbier Festival dans le cadre du Verbier Festival Philanthropy Forum, partenariat qui existe depuis 2018 après une année pilote et qui se tiendra à nouveau cet été, mais aussi un partenariat de promotion de la philanthropie dans le cadre plutôt de la formation continue pour les professionnels avec la masterclass en philanthropie que nous tenons annuellement et partenariat donc avec 2 centres académiques universitaires, le Centre en philanthropie de l'Université de Genève et le Centre d'études en philanthropie de l'Université de Bâle. Les partenariats, c'est aussi dans le domaine de la finance. Nous sommes membres fondateurs de Sustainable Finance Geneva. Nous sommes également membres de Swiss Sustainable Finance. La commission financière de la Fondation a revu sa charte de gestion des finances. La finance durable est un élément qui nous tient à cœur. Il faut dire que 80% de nos avoirs sont investis avec des critères ESG ou de finances durables. Et puis, depuis 2019, nous sommes membres des associations fêtières du secteur en Suisse, c'est-à-dire Swiss Foundations et Profond. Ça nous permet aussi d'avoir un aperçu des développements réglementaires de la Suisse pour les fondations. Ça nous permet aussi d'être une des voix parmi toutes ces fondations donatrices de Suisse. Ici, un peu plus en détail, parce que évidemment, héberger des fonds, accompagner la philanthropie des donateurs, c'est important, mais il nous semble que transmettre ce goût de la philanthropie, c'est aussi une des clés pour la poursuite, pour notre développement. Donc, transmettre le goût, que ce soit à des professionnels qui peuvent se retrouver impliqués dans la philanthropie, par exemple en accompagnant des fondations, des philanthropes, ou des directeurs ou membres de conseils de fondation. C'est grâce à
cette masterclass en philanthropie d'une durée de 3 jours, formation continue pour professionnels qui se tient annuellement à Bogy-Bossé, dans le canton de Vaud. Aussi, le Verbier Festival Philanthropy Forum, nous croyons dans le cadre privilégié qu'offre Verbier en été, réunissant évidemment personnes aimant la musique et la culture, mais qui peuvent aussi être amenées à vouloir faire de la philanthropie et peuvent ainsi trouver un cadre privilégié pour en parler. Et puis, tout récemment, sur la période concernée, en fait, en 2021, nous avons mis en place, avec nos partenaires Wise Philanthropy Advisor, un programme Jeunes Talents pour permettre à de jeunes diplômés, pendant une durée de 9 à 10 mois, d'avoir en fait un aperçu des métiers de la philanthropie à 360 degrés et pouvoir ainsi avoir une première étape professionnelle dans la philanthropie dans leur vie. Et bien maintenant, je vais de nouveau céder la parole à Constance qui va modérer cette discussion. Donc, vous avez la possibilité de nous laisser des questions dans la section soit de discussion, soit de Q&R, questions-réponses du Zoom. Et nous aurons le plaisir avec Étienne d'y répondre. Merci. Voilà, donc la boîte à questions est ouverte. N'hésitez pas à les écrire dans la section Q&R, donc c'est où il y a les 2 petites bulles en bas de votre écran Zoom. Nous attendons vos questions. Peut-être en attendant les questions, si elles sont en train de mûrir, est-ce que tu peux nous rappeler, Constance, à partir de quand le rapport annuel est disponible? Oui, donc il sera disponible sur notre site internet dès demain après-midi, et les personnes qui se sont inscrites au webinaire le recevront par email également, enfin le lien vers le rapport. Alors, on a une première question. Quel est le projet ou l'activité dont vous êtes le plus fier pour l'année écoulée? Yann, tu souhaites que je réponde Je dirais, en fait, c'est une bonne question, mais elle est difficile parce qu'au fond, nous sommes plutôt agnostiques au sens des projets que nous préférons. C'est-à-dire que, si vous voulez, il ne nous appartient pas tellement d'avoir la préférence pour un projet propre, puisque notre métier, c'est d'accompagner ceux qui ont des envies et que l'on aide que ces idées se cristallisent. Donc, je dirais en ce sens, je ne peux pas répondre personnellement sur un projet parmi les 458. Je dirais, cependant, il y a un projet sur lequel je souhaiterais mentionner, c'est que nous sommes très conscients qu'aujourd'hui, les jeunes doivent pouvoir avoir accès à la formation, doivent avoir accès à la philanthropie. Et je dirais que la fondation, entre le programme Jeunes Talents qui a été présenté, avec un fonds que nous sommes en train de lancer pour l'implication des jeunes, mais dont on parlera en 2022 évidemment, mais je ne peux pas m'empêcher d'en parler maintenant, sur l'implication dans la gouvernance des fonds, comme le soutien que la fondation donne à Board for Good, qui est ce fonds où les jeunes peuvent se former dans la philanthropie. Je pense que ça, c'est une dimension qui nous anime beaucoup. C'est comment est-ce qu'au fond, cette philanthropie, même si souvent elle vient à un moment, quand il s'agit de ressources financières, à un moment plus avancé dans la vie, on voit que les jeunes sont très motivés et nous croyons que dans cette invitation que nous faisons dans nos métiers, cette dimension-là me semble importante. Mais Sabrina, je te laisse compléter, mais puis cette question semblait presque individuelle. Peut-être tu auras aussi ton avis. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, c'est très difficile, on ne peut pas vraiment choisir. Je dirais, je pense pour l'équipe, ce qui est très stimulant, c'est de voir des nouveaux fonds naître, voir de nouvelles organisations bénéficiaires désignées, des nouvelles tendances. Je pense que ces fonds de collaboration, c'était des moments forts, mais aussi tous les fonds nominatifs que nous avons créés. Je pense, comme tu le disais, le programme Jeunes Talents, c'est une belle innovation au sein de l'équipe, très stimulante. Donc, toutes ces choses que nous faisons au quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a que des bonnes questions. Il peut y avoir des mauvaises réponses, il peut y avoir des mauvaises réponses de notre part, mais il peut y avoir que des bonnes questions. Je vois qu'il y a 2 questions qui ont été ajoutées. Oui.
dans la discussion. Alors, je vous lis la première. Est-ce que vous craignez une certaine frilosité des philanthropes au vu de la situation actuelle? J'imagine que c'est la situation économique, géopolitique actuelle. Oui, non. Alors, eh bien, si je prends, puisque le rapport d'activité se consacre également à l'année 2020, si je prends l'année 2020, qui était aussi une période de grande instabilité, de grands changements pour toute la population mondiale, c'est exactement l'inverse que nous avons constaté. En fait, la philanthropie s'est démultipliée en lien évidemment à la lutte contre la Covid, au soutien d'organisations bénéficiaires, de populations bénéficiaires sur le terrain. Donc, en fait, nous avons constaté que les philanthropes ont plutôt eu envie de faire plus, de faire davantage et de contribuer en fait à l'effort commun. Et en 2021, bien sûr que la lutte contre la Covid disons, a diminué, mais en fait, nous n'avons pas vu une chute dans nos donations, en tout cas pas de façon conséquente en fait. Donc, et là, depuis le début de l'année, nous avons créé de nouveaux fonds. Nous en avons plusieurs en création. Donc, évidemment qu'il y a un climat d'incertitude et qu'on ne peut pas savoir ce qui se passera dans les mois à venir, mais nous ne constatons pas que nos donateurs ne souhaitent plus contribuer. Au contraire, ils ont envie de continuer à joindre leurs efforts ou à donner et à faire leur philanthropie. Merci Sabrina. Une autre question qui est: quels sont les risques que vous anticipez? Je pense que, merci Christophe pour ta question. Je pense que, en fait, il y a évidemment des risques à des niveaux différents. Ce que je peux vous dire, c'est que la manière dont on est organisé dans le conseil, c'est qu'on a en fait une matrice des risques qui revoit à peu près 16 risques année après année et qu'on reprend une fois par année dans le conseil de fondation pour analyser leurs risques de dommages et leur probabilité de réalisation. Donc ça, je dirais, ça c'est un élément qui est assurément une manière de travailler. Ça ne répond pas à ta question ou ça ne répond pas à la question de Christophe, mais ça, je pense que c'est important de dire qu'au fond, on a un mécanisme en place pour avoir en fait une bonne veille de ces risques et s'assurer qu'en fait, on est soi-même vigilant. Si tu veux, ensuite, par rapport à la question, il y a évidemment des risques internes et des risques externes. C'est évident que ceux-ci peuvent être nombreux et l'actualité nous les rappelle. Il peut y avoir des risques qui sont liés à l'infrastructure informatique, il peut y avoir des risques qui sont liés voilà, de différentes natures. Mais je crois que c'est vrai que dans notre cas, la capacité qu'on a de piloter en fait ces risques année après année nous aide beaucoup. Donc voilà, j'ai de la peine à en nommer l'un plus que l'autre, mais je pense que la manière dont on les gère me semble être très utile. Ce que je dois quand même reconnaître, c'est qu'avec beaucoup d'humilité, nous comme les autres, on ne sait jamais ce qu'on ne sait pas. Et je crois que parfois, il faut à la fois gérer ces risques et surtout être à même en fait d'être organisé à l'interne pour pouvoir répondre en cas d'incertitude ou de signe noir, comme on dirait dans le jargon. Il y avait une question sur les... Pardon, je te laisse faire, Constance. Oui, il y avait une question en effet sur les fonds collaboratifs. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Donc, est-ce que les fonds collaboratifs deviennent la méthode clé pour la collaboration entre acteurs philanthropiques? Alors, ce que nous constatons, c'est que c'est certainement en fait un moyen qui devient assez fréquent auprès de fondations donatrices, mais de type plutôt international ou anglo-saxonne. C'est assez innovant que nous l'ayons vu éclore en Suisse l'année passée avec le fonds que j'évoquais tout à l'heure pour les fondations Botnar et Global Infrastructure Basel. Donc, nous espérons que ça devienne un moyen, mettre ces ressources en commun pour créer un plus grand impact, créer du changement systémique d'ailleurs aussi, mais on ne peut pas dire encore que c'est le moyen type à ce stade. Mais nous voyons en fait que les fondations sont assez friandes de ne pas réinventer la roue, en tout cas au niveau international, et de plutôt en fait s'approcher, bénéficier des synergies, des expertises communes, de mise en commun de compétences, aussi d'expériences, pour pouvoir en fait réfléchir ensemble à une thématique commune et avoir par exemple le rôle d'un catalyseur de changement. Donc voilà, c'est une tendance, mais je dirais que ce n'est pas encore la méthode clé
déceler peut-être qu'il y a une habitude historique encore de travailler en silo, mais nous espérons que cette collaboration se développe. Merci Sabrina. Étienne, tu voudrais ajouter quelque chose ou c'est bon? Ok. Je prends une prochaine question qui est: qu'est-ce qui vous différencie d'autres organisations similaires dans l'abri de fonds philanthropiques? Peut-être Sabrina, si tu m'autorises. Moi, je pense que vous faites, Tobias, je crois que vous faites allusion à d'autres fondations abritantes. Si vous voulez, je crois qu'il y en a 24 en Suisse. De mémoire, c'est une analyse qui a été faite à Zurich. Nous croyons qu'une des grandes différences par rapport à d'autres institutions, c'est au fond notre indépendance. Et si je dis celle-ci, c'est parce qu'en fait, et c'est une de nos 4 valeurs, c'est que je crois que nous sommes convaincus qu'il est important d'avoir différentes fondations abritantes pour permettre de montrer qu'au fond, c'est un domaine en développement. Mais de la même manière que c'est important d'en avoir d'autres, c'est important de reconnaître ce qui fait leur différence. C'est le sens de cette question. Nous pensons que par rapport à d'autres fondations dans le secteur qui sont souvent des fondations bancaires, notre indépendance est importante. Et aujourd'hui, Swiss Philanthropy Foundation, Sabrina, tu me rappelleras, travaille avec une dizaine de banques. 12 même aujourd'hui. 12 banques. Donc, on travaille avec 12 banques et donc c'est une garantie en fait pour le client de notre indépendance en travaillant avec beaucoup d'acteurs. Ça, je crois que c'est un des facteurs importants de différenciation. Et puis, je crois que par rapport à d'autres fondations indépendantes, je crois tout simplement que notre volume d'activité est une forme de différenciation par rapport à d'autres initiatives. Je vous rappelle, Swiss Philanthropy Foundation est une institution d'utilité publique, sans but lucratif, supervisée par Berne. Et donc, au fond, nous croyons tout de même qu'un projet comme celui-ci est un peu comme un vélo. Il faut avoir une certaine vitesse pour rouler. Et donc, nous croyons qu'en différenciant d'autres, c'est que nous sommes un volume d'activité qui est très important et 12 collaborateurs montrent la richesse aussi des savoir-faire dans notre maison. Voilà, je crois que c'est 2 facteurs importants, si je peux le souligner. Merci Étienne. Il y a 2 questions qui se rejoignent, donc je les condense en une qui est: quel est le critère ou les critères que vous privilégiez pour sélectionner un projet ou une organisation à financer ou accompagner? Et puis, est-ce que vous avez un rôle de conseil ou d'expertise sur les choix de financement des fonds abrités? Merci. Donc, peut-être je peux répondre à celle-ci. Donc, en tant que fondation d'utilité publique, comme l'a souligné Étienne il y a quelques minutes, notre rôle est vraiment de nous assurer que tous les dons que Swiss Philanthropy Foundation fait à des organisations bénéficiaires, eh bien que ces dernières répondent bien aux critères d'utilité publique en fonction du droit fiscal suisse. Et c'est vraiment notre rôle. Donc, ce que nous allons faire, nous allons conduire des due diligence pour passer en revue l'activité des organisations bénéficiaires, leur statut d'entité à but non lucratif, etc., pour nous assurer qu'elles répondent bien à ces critères. Nous ne sommes pas des experts en impact où en fait nous ne jugeons pas de la qualité des projets. Si le donateur ou les comités de pilotage de nos fonds s'intéressent à ces éléments de mesure, eh bien nous, comme je le disais avant, nous avons un écosystème de partenaires. Nous croyons dans les synergies et les complémentarités de métiers. Alors nous pouvons mandater, faire appel à des experts pour le compte de nos fonds abrités, afin que ces derniers planifient des projets, suivent des projets, s'assurent de l'impact auprès des bénéficiaires, de la qualité du projet, de l'atteinte des objectifs. Et donc voilà, je pense que ça répond aux 2 questions. Et donc c'est ainsi que nous procédons. Merci Sabrina. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, je pense qu'on va passer à la suite. J'aimerais peut-être juste revenir, si je peux, Constance, Oui. sur un point qu'a évoqué M. Eke sur les risques. Je crois que j'ai répondu sur le processus, mais pas tellement sur la question de fond. Comme je l'ai dit en introduction, je crois qu'au conseil de fondation, on est évidemment animé par le monde dans lequel nous sommes, sont animés de crises. On a eu le Covid, il y a maintenant l'Ukraine, et on sait qu'il y a un certain nombre de crises. Et donc, on est évidemment très interpellé par ce monde de fragmentation. J'étais encore cette semaine à la conférence du Villars Institute, qui réunit une centaine de jeunes à Villars, et je voyais comment les jeunes nous interpellaient. C'était une conférence en anglais qui disait
Est-ce qu'on peut encore penser outside of the box parce qu'il y a-t-il encore des boîtes? Et je crois que cette expression anglo-saxonne montre bien la nécessité de repères et peut-être la perte de repères pour certains. Donc je crois que pour répondre en 2 temps à Christophe, nous sommes très animés par les implications de ces risques sans pouvoir les prévoir sur 3 sujets. 1, c'est notre gouvernance, c'est très important de savoir comment nous déciderons. 2, sur nos opérations, comment est-ce qu'on est organisé à l'interne, quelles sont les garanties qu'on peut offrir. Et 3, évidemment, sur les questions de choix stratégiques qu'on peut faire dans les projets, comme ça a été évoqué, quand nous en avons, puisque la plupart sont ceux des fonds de committage. Donc ça, je crois que c'est vraiment une réflexion, c'est moins de savoir quel est le risque que de savoir comment on peut répondre à ce risque parce qu'on est dans ce monde. Et on ne le fait pas tout seul. On a l'occasion, notamment cet automne, d'organiser une réflexion avec quelques fondations à ce sujet, parce que je crois qu'il faut vraiment avoir avec beaucoup d'humilité, porter ce regard, parce qu'on n'est plus dans le même monde qu'hier. Et donc, plutôt que de répondre à cette question, quels sont les risques, c'est de savoir comment est-ce qu'on s'organise pour pouvoir être en fait l'organisation qui pourrait être à la hauteur des standards ou des attentes que les donateurs peuvent avoir en plaçant notre confiance chez nous. Donc, je crois que c'était peut-être ce point sur lequel je voulais revenir, parce que je crois que c'est une question très importante. Tout à fait. Merci pour ce développement sur cette question. Il n'y a pas eu d'autres questions dans l'intervalle, donc je pense que Sabrina, tu peux passer à la suite. Merci Constance et merci à tous pour vos questions très intéressantes, très stimulantes. Eh bien, nous touchons à la fin de cette présentation, de ce webinaire sur notre rapport d'activité 2020-2021. Et nous avons pensé important de vous donner les prochains rendez-vous de la Fondation. Alors formellement, au Verbier Festival Philanthropy Forum, ce sera le samedi 23 juillet à 15h au cinéma de Verbier, mais aussi en ligne pour la première fois. Une conférence débat avec des panélistes dont le thème est How can philanthropy be more impactful in an age of disruption? Nous avons parlé de société ou de monde en transition. On peut peut-être dire même monde en rupture. Eh bien, ce sera le thème de cette conférence débat qui est publique mais accessible sur inscription. Constance va d'ailleurs nous mettre dans la fenêtre de discussion le lien pour vous inscrire. Donc, venez nombreux. Ensuite, prochain rendez-vous, c'est notre masterclass en philanthropie. Alors, pour l'édition de cette année qui a lieu du 24 au 26 août au château de Bossey, près de Coppet, alors elle est complète. Nous en sommes ravis, mais nous avons mis en ligne un formulaire d'intérêt pour déjà signaler votre intérêt pour la session suivante qui aura lieu fin août 2023. Et puis, prochain rendez-vous, eh bien, c'est avec nous, dans nos bureaux, toute l'année, de préférence sur rendez-vous pour être sûr de nous trouver. Vous êtes cordialement les bienvenus pour discuter de philanthropie. Nous avons de nouveaux bureaux à la place de Cornavin 2 depuis la toute fin 2019, donc aussi un tournant pour ce rapport d'activité. Donc, nous serons ravis de vous accueillir. Et je pense que je recède la parole à Constance pour conclure ce webinaire. Tout à fait. Merci Sabrina et merci à toutes et tous pour votre attention. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez retrouver notre rapport d'activité de demain après-midi sur notre site internet swissphilanthropy.ch et nous vous le ferons également parvenir par email si vous étiez inscrit à ce webinaire. Ce webinaire a été enregistré, donc il sera prochainement mis en ligne sur notre page YouTube et notre site internet. En cas de question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse indiquée sur cette page, donc contact@swissphilanthropy.ch. Encore merci et je vous souhaite une bonne suite de journée. À bientôt. Merci à tous et à toutes. Merci à toutes et à tous.